Voilà, normalement, l'enregistrement a débuté. Donc, bienvenue sur ce webinaire développement durable. Voilà, normalement, le support se réaffiche. Donc, au programme cet après-midi, 8 points. Déjà, on fera un petit retour sur ce qu'est le développement durable, de quoi on parle, qu'on parle bien tous de la même chose. Ensuite, on verra en quoi la sécurité sociale est un acteur majeur de la transition écologique en France. On fera un point sur quelques chiffres clés 2024 et puis ensuite on développera de manière un peu plus détaillée les 4 axes du développement durable que sont la gouvernance responsable, la responsabilité sociale interne, l'impact environnemental de nos activités, l'implication sociétale dans les territoires et puis on terminera avec voilà, quelques éléments pour compléter. Donc voilà pour le programme de ce webinaire. Donc pour débuter, déjà de quoi on parle quand on parle de développement durable? Quand on parle de développement durable, on est sur un modèle de développement qui vise à concilier le développement économique et social et à prendre en compte l'impact environnemental des activités humaines sur les ressources et la nature. Donc on est bien sur une prise en compte des besoins des générations futures avec une thématique qui est arrivée dans le débat public depuis une cinquantaine d'années sur le fait qu'il était impossible de continuer à fonctionner sur le même modèle qui était issu de la révolution industrielle et qui conduisait à une détérioration, notamment environnementale, de manière très très forte et qui nécessitait donc un certain nombre d'ajustements. Au niveau national, au niveau international, les Nations Unies ont fixé en 2015 17 priorités mondiales traduites en objectifs pour que tous les acteurs soient mobilisés pour parvenir à un développement durable généralisé en 2030. C'était ce qu'on appelait l'agenda 2030. Donc on s'approche de plus en plus de cet agenda 2030 et on voit qu'il reste encore beaucoup à faire et que la trajectoire n'est pas forcément des plus vertueuses. Les objectifs de développement durable, globalement, ils vont pouvoir être articulés autour de 3 axes. Un axe environnemental qui est l'axe le plus connu. On va y retrouver la diminution des gaz à effet de serre, les questions de mobilité, l'amélioration du tri, du recyclage des déchets, la sensibilisation à la biodiversité. C'est voilà, la thématique du développement durable qu'on connaît le plus parce que c'est celle dont on entend le plus parler, notamment dans les médias. Deuxième axe du développement durable, et qui en fait pleinement partie, donc c'est important de le mettre en avant, c'est la responsabilité sociale. Comment, dans le cadre de la démarche développement durable, on parvient à améliorer la qualité de vie au travail, à lutter contre les discriminations, à accompagner les personnes fragilisées ou en situation de handicap, à accompagner la transformation numérique. Tous ces éléments-là sont également des actions, des axes de la démarche de développement durable. Et puis, troisième axe, c'est la responsabilité économique, avec notamment tout ce qui est sensibilisation aux nouveaux modes de communication, des achats durables, des achats responsables, le soutien aussi au tissu économique local. Donc, tous ces éléments-là construisent les 3 piliers du développement durable. Donc, ces objectifs, ils vont être traduits dans les 17 priorités, dans les 17 objectifs de développement durable définis au niveau international par les Nations Unies. On a des objectifs qui vont être très divers. Pas de pauvreté, réduire la faim, la bonne santé et le bien-être, l'éducation et la qualité. Alors tous, évidemment, ne vont pas être impactés par l'activité des CAF, mais il y en a un certain nombre sur lesquels l'intervention de la CAF a un impact et que l'on doit prendre en compte dans le cadre de nos missions. Pourquoi c'est important que tout le monde soit mobilisé? Parce que souvent, en matière de développement durable, la responsabilité, on la renvoie à l'État. Or, l'État ne sont pas les seuls acteurs concernés. Il y a également les collectivités, les administrations, la sécurité sociale, les entreprises, les associations, les citoyens. Sans une mobilisation de l'ensemble des acteurs, les actions conduites ne servent à rien et on le verra tout à l'heure, notamment dans ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Au niveau national, les CAF ont adopté dès 2016, donc 1 an après leur publication, ces objectifs de développement durable, avec l'idée que le développement durable, c'est pour la branche famille et pour les CAF un état d'esprit, une vision du service public pleinement intégrée à son mode de fonctionnement. Et donc, c'est bien par notre contribution au quotidien qu'on doit porter ces objectifs et ces enjeux.
Il faut voir aussi aujourd'hui, c'est que malgré la mobilisation et les débats sur le sujet voilà, qui alimentent le débat public depuis maintenant plusieurs années, on est dans une situation où on a une détérioration notamment de la situation environnementale avec une augmentation des phénomènes atypiques et une augmentation des impacts sur le climat de l'activité humaine. C'est ce qui est mis en avant notamment dans les rapports du GIEC, hein. Donc le GIEC, c'est un groupe d'experts en charge des études sur l'évolution du climat, qui indique que au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des températures de 1,5% sera franchie entre 2030 et 2050 et on aura un réchauffement climatique de 3 à 4 degrés d'ici 2100. Cette augmentation du réchauffement de 1,5 degré d'ici 2100, même si on arrive à le limiter à cet objectif-là, qui correspond aux objectifs fixés au niveau international, quoi qu'il arrive, il a un impact sur l'homme, on le voit, à la fois en termes de propagation de maladies, en termes également de climat, d'environnement de vie, en termes aussi de phénomènes climatiques extrêmes, que ce soit des sécheresses, des feux de forêt, des impacts sur les rendements des cultures, etc. Donc, il est important effectivement d'avoir une mobilisation pour parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050 et ainsi limiter l'impact des gaz à effet de serre et l'impact sur les changements climatiques. Là, on vous a remis, vous le verrez dans le support, après on ne va pas forcément le détailler, mais on vous a remis un petit peu la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes en fonction de l'augmentation de la température. On voit que déjà, rien qu'avec une augmentation de 1,5 degré de la température moyenne sur la Terre, on a des phénomènes qui augmentent, par exemple des cyclones tropicaux qui augmentent de 10% par rapport à la situation actuelle, des phénomènes de sécheresse qui reviennent avec 2,5 fois plus de fréquence qu'actuellement. Et forcément, cette volumétrie, ces rythmes augmentent en fur et à mesure, enfin en fonction des températures qui sont réellement constatées. D'où l'importance de se mobiliser, et dans le cadre de cette mobilisation, la sécurité sociale est un acteur majeur. Alors pourquoi on est un acteur majeur pour accompagner cette transition écologique? Déjà parce qu'on intervient sur des domaines qui touchent à la lutte contre la pauvreté et donc aux logiques de justice sociale. Ça, c'est le premier élément, notamment vis-à-vis de nos usagers, de nos allocataires. Le fait qu'on redistribue des ressources, qu'on vienne en appui aux personnes les plus fragiles, contribue aussi à la réponse aux objectifs du développement durable. Notre convention d'objectifs de gestion 2023-2027, elle est ambitieuse en matière de développement durable, en engageant les CAF sur différentes actions pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour accompagner les partenaires et les usagers dans leur propre transition écologique. Donc on va retrouver, et c'est ce qu'on va trouver dans la présentation qu'on va décliner cet après-midi, on va retrouver en fait des actions qui nous concernent, nous, en tant que salariés CAF, mais qui concernent également notre action à destination des allocataires et des partenaires. Donc on retrouve bien les différents axes et les différents piliers de cette démarche de développement durable. Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Évidemment, on va avoir des actions qui vont avoir pour rôle d'accompagner cette transition écologique, mais aussi de s'adapter, parce que dans un certain nombre de cas, on le voit, quoi qu'il arrive, on aura un réchauffement climatique, donc il y a forcément une adaptation au changement climatique qui est à faire. On n'arrivera pas à le stopper ou à revenir en arrière. Et puis, dans un certain nombre d'autres cas, on a une atténuation à avoir pour accompagner ces situations-là et pouvoir les prendre en charge. Pourquoi la sécurité sociale est un acteur majeur? C'est parce qu'au-delà de son intervention à destination des publics, on a également une situation en tant qu'employeur, en tant que salarié de la CAF. La sécurité sociale, aujourd'hui, c'est 2800 bâtiments qui représentent 4 millions de mètres carrés, 145 000 collaborateurs qui utilisent forcément des ordinateurs, se déplacent jusqu'à leur lieu de travail, etc., donc qui ont un impact. Donc tous ces éléments-là, ils ont été pris en compte dans la construction de la convention d'objectifs et de gestion et dans les objectifs qui sont fixés en matière de transition écologique. Alors, avant d'aller plus en détail sur les actions de la CAF de la Haute-Marne, premier élément, plutôt sur le volet générique,
on est acteur de la transition écologique, comme j'ai dit, parce qu'on est là en accompagnement des familles et des partenaires. On est en accompagnement des familles et des partenaires par le versement des prestations, 200 millions d'euros de prestations versées en 2024 aux 30 000 allocataires du département. On couvre plus de 70 000 personnes, c'est plus de 40% de la population haut-marnaise, et donc on contribue par le reversement de ces prestations, par le versement de ces prestations, par la redistribution d'aides financières à la construction d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine. On a également un certain nombre d'actions qui sont orientées dans cette logique de développement durable. Déjà, le fait d'être au plus près des territoires. Aujourd'hui, on est présent dans 24 points d'accueil sur l'ensemble du département. C'est à la fois une réponse de proximité qui est offerte aux allocataires, mais c'est aussi un moyen de limiter les déplacements et donc de contribuer à une réduction des déplacements des usagers. On a une démarche d'accès au droit qui est intégrée systématiquement dans les conventions territoriales globales, donc portée par les conseillers techniques, par le service action sociale auprès des partenaires pour intégrer cette dimension développement durable dans les différentes actions qui sont mises en place sur le territoire. Et puis, on porte également cette logique de développement durable avec un certain nombre d'aides individuelles qui, là, sont spécifiques et qui prennent en compte ces enjeux-là, notamment les enjeux de sobriété énergétique, de performance des bâtiments. Le fait qu'on intègre la classe énergétique dans l'étude des prêts d'équipement ménager, le fait qu'on ait des aides à la rénovation, des aides à la lutte contre la non-décence, des prêts à l'énergie pour soutenir les familles les plus fragiles, c'est aussi des démarches qui permettent de s'inscrire dans l'accompagnement à la transition écologique. Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Ensuite, quelques chiffres clés qu'on peut mettre en avant, là plutôt sur le volet interne, sur le volet la CAF en tant qu'acteur elle-même du territoire, du développement durable. En 2024, c'est en moyenne 167 salariés au sein de l'organisme, en CDI ou en CDD. C'est 25 recrutements qui ont été réalisés, 25 en CDI, 84 en CDD. C'est une masse, près de 7% de la masse salariale consacrée à la formation. Donc on est largement au-dessus, on y reviendra à la cible qui est de 1% pour une entreprise classique. C'est une vigilance en matière de lutte contre les discriminations avec un index égalité qui affiche 94%. Une vigilance aussi sur l'accompagnement des salariés en situation de handicap avec un taux d'emploi des personnes en situation de handicap qui s'élève à plus de 7%. C'est aussi des vigilances, par exemple, sur le télétravail qui permettent de limiter le déplacement, avec 79 salariés qui ont bénéficié du télétravail. Et puis, c'est une action sur notre impact environnemental. Sur les 10 dernières années, nos consommations énergétiques, elles ont diminué de 34% par les différentes mesures qu'on a pu mettre en œuvre. Notre consommation d'eau a également diminué. Même l'année dernière, entre 2023 et 2024, on a une diminution de la consommation d'eau. C'est, en tant qu'organisme, 6 millions de tonnes de déchets qui sont recyclés par an. C'est 1,6 tonnes de papier, j'ai dit millions de tonnes, pardon, c'est 6,5 tonnes de déchets recyclés et c'est 1,6 tonnes de papier qui ont été consommés. Et puis, c'est aussi un parc informatique qui est conséquent, 247 stations, 28 ordinateurs, 705 écrans, qui forcément contribuent aussi à de la consommation énergétique et sur lesquels on peut avoir des actions en termes de sobriété numérique sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Je vous propose de rentrer ensuite un petit peu plus en détail sur les différents axes du développement durable et les actions mises en place par la CAF et ses résultats en 2024. Premier axe, comment assurer une gouvernance responsable? Quand on parle des enjeux de développement durable, en matière de gouvernance, l'objectif, c'est d'intégrer les enjeux du développement durable, la responsabilité sociale des organisations dans les stratégies locales et nationales, en associant les parties prenantes. D'améliorer aussi l'efficacité du pilotage et de sensibiliser, de valoriser nos actions et nos résultats. Donc, c'est analyser systématiquement l'impact de toute décision et action au regard des questions liées au développement durable. C'est questionner les projets par rapport à ces enjeux-là. C'est aussi avoir une feuille de route en matière de réduction de nos consommations et en matière d'impact environnemental de nos actions. Et c'est aussi mobiliser tous les acteurs. Au sein de la CAF de la Haute-Marne, on est un organisme qui s'est engagé dans la démarche de développement durable depuis maintenant plusieurs années. Donc tous les salariés, et
ce que je répète aussi lors de ce webinaire cet après-midi, tous les salariés sont partie prenante de cette démarche, avec une politique interne qui intègre cet engagement, notamment par la mise en œuvre d'instances qui mobilisent les salariés. Le fait qu'on ait travaillé, par exemple, en 2024 de manière collective sur nos feuilles de route, que sont le schéma directeur des ressources humaines et le plan de qualité de vie au travail, ça s'inscrit aussi dans la démarche de développement durable. C'est avoir une gouvernance raisonnée qui permet de fixer un certain nombre d'objectifs en lien avec la qualité de vie au travail, en lien avec les enjeux du territoire, et donc d'avoir une feuille de route locale qui soit cohérente par rapport à nos actions. En 2024, sur cette thématique de la gouvernance responsable, tous les objectifs ont été atteints. Les objectifs du projet d'entreprise, alors qu'ils sont portés par les cadres des différents services, intègrent systématiquement une dimension développement durable RSO. Il y a un chef de projet RSO au sein de l'organisme et les objectifs sont intégrés au pilotage général de l'organisme. Concrètement, Laurent, tous les mois, il va suivre les consommations d'énergie, que ce soit les consommations de gaz, les consommations d'électricité, les consommations d'eau. Alors l'objectif, c'est d'avoir une démarche vertueuse. Évidemment, on va suivant, voilà, par exemple cette année, on n'a pas encore coupé le chauffage alors qu'on est à la fin du mois de mai. Le climat fait que voilà, on a mis en place le chauffage un peu plus longtemps. Donc évidemment, il y a un phénomène de réalité qui s'applique aussi, mais l'objectif, c'est d'être vertueux dans nos différentes pratiques. Donc de pouvoir intégrer cette démarche-là, cette sobriété énergétique, cette vigilance par rapport aux organisations dans nos différents projets, dans nos moyens d'action. C'est aussi avoir des actions de sensibilisation sur le sujet. Alors, les actions de sensibilisation, c'est par exemple les affiches qu'on a dans tous les bureaux sur le fait d'éteindre la lumière quand on sort, de ne pas laisser les écrans en veille dès lors qu'on quitte le bureau, d'avoir aussi des actions qui soient automatiques. Olivier pourra y revenir tout à l'heure, mais de fermeture des stations ou de rallumage des stations en début ou en fin de journée. C'est d'avoir des démarches de recyclage aussi de notre parc informatique. Toutes ces actions-là contribuent à une sensibilisation de l'ensemble des salariés de la CAF sur la démarche de développement durable, avec une sensibilisation particulière qui est faite une fois par an dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Alors, on parle de Semaine du développement durable, mais en fait, c'est 3 semaines au mois de fin septembre, début octobre. L'année dernière, on avait diffusé une fois par jour un article CAFCOM qui permettait de mettre en lumière les actions de la CAF sur le sujet. Et puis, au-delà de ces actions de communication et de valorisation en interne de la démarche de développement durable, c'est aussi avoir des actions médiatisées. Des actions médiatisées qui traduisent la participation de la CAF sur un certain nombre d'événements qui contribuent à cette démarche de développement durable, que ce soit des événements qui contribuent à l'implication sociétale de l'organisme. C'est voilà, le fait que la CAF soit solidaire avec des initiatives comme Octobre Rose, avec le Mois sans tabac, avec la lutte contre le cancer. C'est aussi une implication sur un certain nombre d'actions sur le territoire, la participation à des forums, de l'emploi, l'accompagnement de jeunes, notamment dans le cadre de nos parcours jeunes, la sensibilisation sur ce que c'est que la sécurité sociale, ce que c'est que la CAF. Ça contribue aussi à cette connaissance des différents mécanismes et ça s'inscrit dans la démarche de développement durable. Évidemment, dans les acteurs du développement durable, on a aussi pleinement le service action sociale. Et c'est une démarche qui s'est encore renforcée avec la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Pourquoi? Parce qu'en tant que premier financeur des partenaires d'action sociale, la CAF a renforcé ses niveaux de financement, notamment auprès des partenaires qui entreprennent des travaux qui relèvent d'une démarche ambitieuse en matière de développement durable, avec une majoration financière dans le cadre du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant. En Haute-Marne, en 2024, c'est 6 structures petite enfance qui ont par exemple obtenu un accord de financement majoré. Donc voilà, la microcrèche d'Ilou, la microcrèche de Bricon, celle d'Éclaron, le multi-accueil de Saint-Dizier par exemple, et qui, du fait de l'intégration de critères de développement durable dans leurs projets, soit de construction, soit de réhabilitation, de rénovation des équipements, ont intégré cette démarche de développement durable avec des critères d'éco-conditionnalité, de durabilité des matériaux, et qui ont pu obtenir du coup
des financements complémentaires. En 2024, c'est 220 000 € qui ont été attribués dans ce cadre-là. Donc c'est quelque chose d'important. C'est pour ça aussi que cette démarche de développement durable, elle est systématiquement intégrée dans les conventions territoriales globales et dans les échanges partenariaux que peuvent avoir les conseillers techniques avec les partenaires sur le territoire. Pour 2025, en matière de gouvernance responsable, il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles la CAF s'est engagée dans le cadre de son plan d'action développement durable 2025. Première action, c'est de formaliser un plan de mobilité. Aujourd'hui, dans le département, il n'y a pas de plan de mobilité. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de cohérent sur les différentes solutions de mobilité qui existent pour les salariés, pour venir travailler à la CAF, et puis pour les usagers, pour les allocataires, pour se rendre dans les différents points d'accueil. On a des solutions qui existent, qui ne sont pas forcément connues. L'objectif, c'est de les formaliser pour pouvoir mieux les faire connaître. On aura également en 2025, ça c'est une action nationale mais qu'on déclinera localement, à actualiser notre schéma local de gestion des déchets. On a un schéma de gestion des déchets qui existe, qui a été formalisé il y a de nombreuses années, qu'il faut qu'on retoilette et pour prendre en compte aussi les nouvelles modalités de tri et avoir quelque chose de plus cohérent et voilà, qui puisse être communiqué aussi facilement. En 2025, on est sur une année importante, les 80 ans de la sécurité sociale. On fêtera l'anniversaire de manière spécifique, alors notamment lors de l'Assemblée générale, mais également lors d'événements particuliers au mois d'octobre. D'ailleurs, si vous avez vu, enfin, vous avez vu forcément l'article qui a été diffusé dans CAFCOM aujourd'hui pour participer à ces événements-là, notamment à travers une photo interorganisme qui est proposée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est important aussi. Ça permet de montrer l'implication de la CAF et des organismes de sécurité sociale sur le territoire et en quoi cette implication-là a des impacts sur les usagers, sur les partenaires. On formalisera aussi en 2025 un rapport d'activité développement durable. Il sera diffusé évidemment à l'ensemble des salariés. Et puis, on s'engage aussi à participer à des événements locaux en lien avec le développement durable. On a participé, par exemple, tout récemment, là, au mois d'avril, au Forum développement durable. Il y a deux gestionnaires conseils qui ont participé, qui ont représenté la CAF et qui ont montré justement le rôle de la CAF en matière de développement durable avec des interventions auprès de l'ensemble des jeunes du lycée Bouchardon qui ont été particulièrement appréciées. Donc voilà pour cette démarche de gouvernance responsable, donc premier axe. Deuxième axe, on va être sur la responsabilité sociale interne. Sur la responsabilité sociale interne, c'est une dimension qu'on connaît moins, c'est la dimension RH qui souvent est moins médiatisée. Euh, cette démarche, elle vise à répondre à 3 enjeux: l'équité de traitement et le fait de favoriser l'inclusion, le fait de garantir la santé, la sécurité au travail et de promouvoir la qualité de vie au travail, et puis aussi de veiller à l'employabilité tout au long de la vie professionnelle. Donc, porter cette responsabilité sociale interne, c'est un enjeu fondamental pour la CAF, pour l'institution sécurité sociale de manière générale. Pourquoi? Parce qu'on fait face à des évolutions réglementaires, organisationnelles, techniques qui sont importantes et donc il est nécessaire d'accompagner l'ensemble des salariés pour que ces mutations, ces évolutions, elles se fassent dans un environnement serein et propice au développement et à l'implication. Là aussi, en 2024, tous les objectifs qui avaient été fixés à la CAF en matière de responsabilité sociale interne ont été atteints. Alors, il y a des objectifs chiffrés. Par exemple, on nous demande d'être vigilant sur la part des moins de 26 ans et des plus de 55 ans qui sont recrutés. Il faut savoir que l'année dernière, on a plus de 52% des agents qui ont été recrutés qui étaient dans ces tranches d'âge de moins de 26 et de plus de 55%, moins de 26 et de plus de 55 ans, alors qu'on était seulement à 26% au niveau national. Ce qui traduit bien le fait que cette démarche de non-discrimination mise en place par l'organisme, par la CAF, la recherche de nouveaux profils lors des recrutements, se traduit concrètement sur le terrain, avec des profils plus diversifiés, plus variés dans les recrutements qu'on peut être amené à réaliser. On a évidemment une vigilance aussi par rapport à l'emploi de salariés en situation de handicap. Il y a une obligation légale qui est d'avoir au minimum 6% d'emploi de salariés en situation de handicap. C'est un taux qui aujourd'hui n'est pas atteint par beaucoup d'entreprises, avec beaucoup d'entreprises qui doivent du coup
verser des pénalités sur le sujet. Ce n'est pas le cas de la CAF de la Haute-Marne, où l'année dernière, on était à 7,06% de salariés reconnus en situation de handicap, avec aussi un souhait du service ressources humaines d'accompagner les salariés qui seraient concernés par cette situation-là, qui sauraient pas forcément quelle démarche faire non plus pour être reconnus travailleurs handicapés. Et donc là aussi, j'insiste, si certains d'entre vous sont dans cette situation-là, ont un handicap ou peuvent potentiellement être reconnus travailleurs handicapés, n'hésitez pas à vous rapprocher du service ressources humaines pour qu'on puisse vous accompagner dans le cadre de vos démarches, notamment vis-à-vis de la MDPH. Un taux d'absentéisme qui est relativement stable, autour de 1%, qui est relativement faible par rapport aux organismes similaires. Et puis, on a également un engagement sur un certain nombre d'accords locaux. En 2022, on a signé un accord local sur la promotion de la diversité et l'égalité des chances. En 2023, on a signé un accord local sur les conventions de forfait. En 2024, on y reviendra tout à l'heure, on a renouvelé les accords locaux liés notamment au télétravail. Donc ça fait partie aussi des éléments du dialogue social qui contribuent par leurs résultats, par leurs actions, à des résultats probants en matière de qualité de vie au travail et d'employabilité. Dans les luttes contre les non-discriminations, on a également l'index égalité femmes-hommes, avec un enjeu au niveau national qui est d'avoir un index égalité supérieur à 75 sur 100. Alors cet index égalité, on vous l'a déjà présenté, il est calculé à partir de 4 critères différents. 4 critères qui vont mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui vont mesurer les taux de progression salariale des femmes et des hommes, l'accompagnement des salariés après absence liée à une maternité ou une paternité, le taux d'emploi des femmes parmi les emplois stratégiques. Donc voilà, ça va donner un certain nombre d'indicateurs avec des résultats sur ces indicateurs. Et au niveau national, il faut avoir un résultat supérieur à 75 sur 100. Là aussi, au niveau local, on a un résultat qui est largement supérieur. On est à 94 sur 100, ce qui traduit bien cette démarche de non-discrimination. Alors, j'évoquais tout à l'heure la non-discrimination par rapport à l'âge. Là, on est sur une non-discrimination par rapport au sexe qui est bien appliquée au sein de la CAF de la Haute-Marne. La recherche aussi de la diversité des profils en matière de recrutement, elle passe par des partenariats. On a un certain nombre de partenariats au niveau du service ressources humaines avec Cap Emploi, avec les missions locales, avec France Travail, qui nous permet de travailler sur la diversification des profils et sur la recherche des profils les plus adaptés par rapport aux postes qu'on propose. Ce partenariat, il se traduit aussi concrètement par des interventions, des présentations de métiers qu'on peut être amené à faire auprès de France Travail, mais qu'on peut être amené aussi à faire en direction, par exemple, de formation. On est intervenu auprès des BTS SP3S, auprès d'élèves en bac pro. On accueille régulièrement des stagiaires. On accueille là actuellement 2 stagiaires BTS SP3S et puis un stagiaire au service comptabilité. On accueillera au mois de juin 2 ou 3, Émilie me corrigera, 2 ou 3 stagiaires de seconde. Tous ces engagements-là, voilà, ça traduit aussi l'implication sociale de l'organisme. Cette démarche de présentation de nos métiers, de valorisation de nos métiers, elle va avoir un autre temps fort prochainement, au mois de juin. Le 23 juin prochain, on va organiser une journée porte ouverte à destination de demandeurs d'emploi. Donc, c'est une journée qu'on va organiser en collaboration avec France Travail, qui va s'inscrire dans le cadre de la Semaine pour l'emploi à la sécurité sociale pour présenter nos métiers. Un peu casser un certain nombre d'idées reçues, présenter les métiers, les activités de la CAF auprès de demandeurs d'emploi ou de personnes intéressées à travers voilà, un parcours découverte des métiers auprès de la CAF. Voilà, je pense que vos responsables de service vous en ont déjà parlé. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y aura un certain nombre d'informations qui vont être relayées au corps d'ici cette date, donc le 23 juin. Mais c'est quelque chose qui nous permettra aussi de valoriser les métiers de la CAF. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, le développement durable, c'est aussi de s'assurer de l'employabilité tout au long de la vie professionnelle des salariés. A fortiori, dans un contexte où on a des évolutions réglementaires, techniques, organisationnelles importantes. Ça veut dire un engagement en termes de formation.
au sein de la cave de la Haute-Marne, on a un engagement qui est ancien et qui est très fort en matière de formation. L'année dernière, c'est 212 agents qui ont suivi au moins une formation et un volume total de près de 19 000 heures de formation qui ont été organisées, que ce soit des formations externes, des formations internes, avec un montant total des dépenses de formation de plus de 360 000 euros. C'est 6,84% de notre masse salariale brute. Alors, c'est encore en hausse par rapport aux années d'avant. 6,84%, il faut vous dire aujourd'hui qu'en moyenne, au niveau de l'ensemble des entreprises en France, on est à moins de 1%. Donc, ça vous montre l'investissement de l'organisme en matière de formation. Investissement, alors voilà, c'est des formations à la fois externes, des formations internes, donc ça mobilise l'ensemble des acteurs. Et c'est quelque chose qu'on doit noter parce que ça fait partie aussi de l'accompagnement des professionnels et ça fait partie aussi de la qualité de vie au travail. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, le télétravail. On a 79 agents qui ont été positionnés au moins un jour en télétravail en 2024. C'est 3 388 journées qui ont été télétravaillées. Alors, évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, mais ça s'inscrit aussi dans une démarche d'impact environnemental. 3 388 journées télétravaillées. Voilà, Laurent a fait quelques calculs. Ça a permis de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les agents en voiture de 150 000 l'année dernière. Donc on voit que ça a une portée importante en termes d'empreinte carbone et en termes aussi de sécurité routière accessoirement. Porter une responsabilité sociale interne, c'est aussi montrer que la CAF peut être solidaire, impliquée sur le territoire dans un certain nombre de démarches. Voilà, c'est Octobre Rose, c'est la journée des familles parce que c'est faire connaître nos métiers auprès des familles. C'est la participation au Duo Day traditionnellement au mois de novembre, c'est des ateliers de prévention des cancers, c'est la sensibilisation dans le cadre du mois sans tabac. Voilà, toutes ces démarches-là qui traduisent l'implication sociétale de l'entreprise, le fait qu'au-delà d'être un employeur, les salariés de la CAF bénéficient aussi d'un certain nombre d'informations, de relais sur des démarches plus transverses qui contribuent à la qualité de vie au travail. En 2025, il y a d'autres actions qui sont prévues. Alors, bien évidemment, poursuivre toutes les actions qui ont été identifiées dans le cadre du schéma directeur des ressources humaines et dans le plan d'amélioration de la qualité de vie au travail. On a plus de 100 actions qui sont inscrites dans ces feuilles de route. Évidemment, il faut suivre leur mise en œuvre, impulser leur mise en œuvre, donc on continuera à le faire. On sera vigilant à le faire tout au long de l'année. On aura un autre temps fort au mois de juin, alors juste avant les journées découvertes liées à l'emploi. Du 16 au 20 juin, on va organiser la semaine de la qualité de vie au travail. Alors, on va relayer la semaine de la qualité de vie au travail, qui est une semaine identifiée au niveau international, mais avec un certain nombre d'actions spécifiques au sein de la cave de la Haute-Marne qu'on vous relaiera. Dans ce cadre de cette semaine, on fera notamment des focus sur le rôle de la CSSCT, sur le rôle des sauveteurs secouristes, mais puis qui sont-ils, comment on peut, comment ils peuvent être amenés à intervenir. On fera également un focus spécifique sur ce que représente le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est travaillé tous les ans avec les représentants du personnel. Donc tous ces éléments-là qui s'inscrivent dans la démarche de qualité de vie au travail. La démarche de promotion de la marque employeur, je l'ai évoqué tout à l'heure. La poursuite de l'accompagnement des salariés dans les démarches de reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Et puis, voilà, on a mis en place des entretiens de préparation à la retraite. On a actualisé le document unique d'évaluation des risques professionnels. Tous ces éléments-là s'inscrivent dans cette responsabilité sociale interne. Autre thématique, réduire l'impact environnemental de nos activités. Là, on revient quelque part aux fondamentaux et aux éléments les plus connus du développement durable. C'est comment on peut arriver à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, comment on peut poursuivre l'intégration de ces enjeux dans la gestion du patrimoine immobilier, comment on peut s'engager en faveur de mobilité durable et comment on peut promouvoir une gestion durable des ressources. Il faut savoir que là, on a des objectifs qui sont forts, qui sont fixés à la fois au niveau gouvernemental par le décret tertiaire, mais aussi dans le cadre de la COG, repris en termes de sobriété énergétique, avec un certain nombre de cibles qui sont fixées. C'est par rapport à la situation de 2010,
2010-2011, il nous est demandé de réduire nos consommations finales d'énergie de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Alors, ces objectifs-là, qui sont très ambitieux, évidemment, ils passent par une mobilisation de tous. Ils passent par une mobilisation de tous, par des gestes, des bonnes pratiques assez simples qu'on rappelle régulièrement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, éteindre la lumière, ne pas laisser les appareils en veille, ne pas brancher voilà, constamment du matériel sur les prises électriques. Donc, tous ces éléments-là, ça doit nous permettre d'avoir un impact. Au-delà de ces éléments-là, évidemment, c'est tous les travaux qui doivent nous permettre de réduire nos consommations d'énergie, en travaillant notamment sur rendre les bâtiments plus durables, en passant par de la rénovation énergétique. Sur les dernières années, on a fait beaucoup de travaux dans ce cadre-là. Le remplacement des luminaires sur l'ensemble des sites, la rénovation des différents services, la rénovation des salles de réunion, l'isolation des combles au siège, le changement de la chaudière à l'antenne de l'un des quais, l'isolation phonique de plusieurs espaces de travail, l'acquisition de mobilier de bureau plus durable, la réduction et puis le verdissement de la flotte automobile avec le fait qu'on ait remplacé des véhicules de service à essence ou diesel par des véhicules électriques ou hybrides, le renouvellement de nos matériels informatiques, tous ces éléments-là concourent à la sobriété énergétique. Et donc, je l'ai dit, avec des résultats concrets, puisque si on regarde par rapport à 2014, donc par rapport aux cibles du décret tertiaire, on est déjà aujourd'hui à 34%. Donc, l'objectif par rapport à la cible de 2030, il est atteint. Maintenant, il faut commencer à se projeter déjà sur 2040-2050 avec des cibles de moins 40, de moins 50%. Donc, il faut continuer nos efforts. Comment on continue nos efforts? Toujours en travaillant sur la rénovation de nos équipements. Prochaine opération phare, Laurent, vous pourrez peut-être en dire un mot, c'est le raccordement au réseau de chaleur qui va intervenir voilà, dans les prochains jours pour le siège. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelques mots, Laurent. Vous avez tout dit. Ah ben voilà. Euh, Vous avez tout dit. Non, non, oui. Donc, réseau de chaleur. Donc, actuellement, donc, comme on peut le voir, là, ils arrivent à notre bâtiment, qui veut dire qu'on a une réduction de la consommation qui devrait être à peu près en plus moins 20% par rapport à notre consommation de gaz actuelle. Donc, une diminution encore notable. Et voilà, donc on va y arriver. Et le prochain, après ce prochain objectif, c'est l'isolation de la façade, donc aussi le bâtiment, qui va nous permettre aussi encore de réduire nos consommations d'émissions d'effets de gaz à effet de serre. Oui, Voilà. clairement, puisque cette diminution de 34% qu'on évoquait là, on le fait alors qu'on a une isolation du siège qui est quand même voilà, plus que limitée, on en est conscient. On est sur des travaux lourds, longs, avec, vous le savez, des difficultés voilà, de réalisation de ces travaux et un accompagnement qui est poussé. Mais on tient bout et on tient le bon bout et on arrivera à, voilà, arriver à une isolation qui nous permette de renforcer nos gains énergétiques. Euh, la réduction des consommations d'énergie, c'est aussi une mobilisation sur la sobriété numérique. Aujourd'hui, les équipements informatiques, ils représentent 21% de la consommation électrique pour une entreprise comme la nôtre. Donc forcément, j'ai évoqué tout à l'heure le nombre de matériel qu'on avait. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir une sobriété énergétique. Cette sobriété énergétique, ça passe par des gestes simples. On les rappelle régulièrement. Nettoyer sa messagerie Outlook, ajouter des favoris sur les sites que vous consultez régulièrement, ne pas laisser les équipements chargés toute la nuit. On est sur des choses qui permettent de réduire l'empreinte carbone liée au numérique. Sur ce volet-là, je vais peut-être laisser Olivier en dire quelques mots. On va avoir en 2025 à déployer un nouvel outil qui nous permettra d'avoir une visibilité justement sur notre empreinte carbone numérique. Et puis, on a aussi déjà des actions, notamment sur le recyclage de nos matériels informatiques, qui nous permettent de contribuer à la démarche. Olivier, je vous laisse prendre la main. Oui, alors tout ce qui est recyclage, on a quand même des contraintes nationales, notamment sur les stations. On ne peut pas recycler comme on le souhaite du fait des données présentes sur les machines. Par contre, toutes ces machines qui doivent être recyclées par un circuit spécifique, c'est vraiment du recyclage. On ne jette absolument rien. Par contre, tout ce qu'on peut réutiliser, on travaille avec Laurent et notamment l'atelier du Bois-l'Abbesse
pour faire du réemploi. Ça, c'est le premier aspect, en fait. On cherche déjà à faire durer la vie des matériels. Il faut savoir qu'un matériel informatique, si on calcule son empreinte carbone tout au long de sa vie, 89% de son empreinte carbone, c'est la fabrication. Il reste 11% dans son utilisation. Donc en disant ça, on a quasiment tout dit. Au niveau des fichiers, effectivement, on a aussi un aspect sur lequel on va travailler avec le national dans les prochains mois. Je me permets quand même d'aborder le sujet. On va se séparer un petit peu des espaces bureautiques partagés, le lecteur V, pour essayer de tout intégrer dans Office. On va organiser ça avec l'encadrement. Et l'idée étant de n'avoir qu'une version de document et pas 50 copies, et de pouvoir aussi gérer la vie des documents, et notamment leur destruction. L'objectif, c'est de réduire vraiment le stockage des documents. C'est ça qui coûte très très cher en empreinte carbone. Et au niveau des équipements, ce qu'on va faire avec Nicolas, on va changer nos serveurs de production cette année. On va mettre en œuvre un petit programme qui permettra d'arrêter les machines après 9 h du matin pour lesquelles il n'y a pas de session ouverte. Comme ça évitera de laisser les machines sur site non utilisées en route. Un autre point. Non, vraiment faire du ménage dans tout ce qui est messagerie, fichier, tout ce qui est inutilisé et inutile, le supprimer. Sur l'impact environnemental, autre action qu'on a de manière forte, c'est les actions sur la mobilité. Alors, les déplacements restent très polluants, c'est 30% environ des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et en France, 40% des trajets quotidiens effectués en voiture font moins de 5 km. Et ces courts trajets sont souvent les plus polluants parce qu'ils entraînent une surconsommation de carburant à moteur froid, des arrêts démarrage fréquents avec la circulation en ville, etc. Donc la CAF, elle s'est engagée déjà sur beaucoup d'actions en matière de mobilité, déjà par la réduction et le verdissement de la flotte automobile, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On va poursuivre la démarche en 2025. Par le déploiement du télétravail qui permet de limiter aussi les kilomètres parcourus, par les sensibilisations régulières en mobilité douce, par la mise en place d'une prise en charge de l'employeur des abonnements transport. Aujourd'hui, l'employeur CAF majore le taux de prise en charge des abonnements transport de 50 à 75% depuis juin 2024. Par la mise en place d'un forfait mobilité durable. Il y a 9 salariés qui ont bénéficié de ce forfait mobilité durable l'année dernière. Par la mise à disposition de vélos à assistance électrique entre les sites de l'antenne et du siège de Chaumont. Et puis par des actions régulières d'information sur les mobilités douces. Donc ça, c'est en interne. Ça vient s'ajouter aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure avec les déplacements des usagers, notamment le fait d'être en proximité par les points relais CAF et les espaces France Service. Et puis, on s'est mobilisé l'année dernière aussi dans le cadre du challenge mobilité, en montrant qu'on pouvait faire beaucoup de kilomètres à pied, à vélo, avec des kilomètres qui ont été transformés en dons. J'y reviendrai un peu plus loin puisqu'on va réitérer l'expérience sur ce mois de juin. En 2025, donc l'enjeu, ça va être de poursuivre cette démarche-là, notamment poursuivre la démarche d'investissement, réaliser le bilan carbone numérique interne que Olivier évoquait tout à l'heure, et puis continuer à être vigilant sur l'ensemble de nos consommations énergétiques, sur l'ensemble des sites, et puis aussi être vigilant sur une approche cycle de vie de produits. Ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, et son exemple est parlant, évidemment, il faut s'attacher à ce que le produit qu'on achète il soit durable, écologique, etc., mais sur l'ensemble de son cycle de vie, pas uniquement sur son utilisation, mais qu'on prenne aussi en compte les coûts liés à la production, au recyclage, à l'élimination du produit, parce que c'est souvent des coûts cachés qu'on ne voit pas et qui sont importants. Et puis, on va étudier aussi au niveau du secteur logistique sur nos marchés. Alors, dans tous nos marchés, on intègre des clauses environnementales et sociales. L'idée, c'est aussi de travailler de plus en plus avec des ESAT sur des actions qui peuvent prendre en charge. On évoquait tout à l'heure l'intervention du Bois à la Besse sur le recyclage du matériel informatique. Voilà, ça s'inscrit dans cette dynamique-là et dans cette implication sociale.
Dernier axe, c'est l'implication sociétale sur les territoires de la CAF. Là, on est sur l'accompagnement des publics et l'accompagnement d'un territoire. Alors, c'est nos missions de base, l'accompagnement des publics, l'accompagnement sur le territoire, donc je ne vais pas forcément le décliner, c'est avoir voilà, un accompagnement des différentes situations de vie avec nos parcours usagers, on vous a remis là la rosace des parcours coordonnés qu'on peut avoir, et surtout que ces accompagnements-là, ils ne soient pas uniquement de la CAF vers ses publics, mais ils s'inscrivent dans le cadre de partenariats avec les autres acteurs du département, que ce soit les autres organismes de sécurité sociale, le conseil départemental, France Travail, etc., qu'on puisse avoir une démarche construite par rapport à ces éléments-là. L'implication sur les territoires, c'est aussi d'avoir une politique d'achat responsable et tournée vers un soutien au tissu économique local, notamment à destination des PME et des TPE. En 2024, on a 50% de nos marchés qui ont été notifiés à des entreprises PME, TPE et qui dépendent, qui relèvent d'une logique départementale. Donc souvent, là aussi, on voit les gros marchés, les marchés titres restaurants, par exemple, qui sont des marchés nationaux. Donc on peut se dire qu'on peut être éloigné parfois du tissu économique local, mais ce n'est pas le cas sur la CAF de la Haute-Marne. C'est 50% des marchés qui profitent aux entreprises locales. Avec aussi une vigilance, notamment sur les délais de paiement aux fournisseurs. On maintient des délais de paiement qui sont courts à 19 jours, alors qu'on a un objectif à 30 jours. On est vigilant aussi sur la performance et l'efficience de nos marchés, de nos achats, avec la recherche d'économies d'échelle et de gains de performance, notamment en se coordonnant parfois avec certains acteurs. C'est le cas avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, c'est anecdotique par exemple, mais en 2024, on a passé avec la Caisse primaire d'assurance maladie un marché pour les contrôles techniques des véhicules. Alors, les contrôles techniques des véhicules, c'est une fois tous les 2 ans et on a 5 ou 6 véhicules à faire contrôler techniquement. Donc, on pourrait se dire ça n'a aucun intérêt, voilà, en termes de démarche. Il n'empêche, ça nous permet alors déjà d'avoir un petit gain, le fait de se mettre avec la CEPAM, un petit gain financier, et puis aussi d'accompagner le tissu économique au niveau local. Pareil, on va passer un groupement de commandes avec plusieurs CAF et plusieurs caisses primaires d'assurance maladie sur le marché de Fontaine-à-Eau. Pourquoi? Parce que le marché Fontaine-à-Eau, on est sur des marchés qui sont généralement attribués à des structures, à des entreprises qui interviennent sur un échelon régional. Donc autant se regrouper pour avoir davantage de matière et du coup d'avoir un poids plus important dans la négociation avec ces entreprises. On a fait la même chose pour les fournitures de consommables informatiques ou pour les produits d'entretien, là aussi pour pouvoir gagner sur les FEMAS. En 2025, on a un certain nombre d'actions qui sont prévues, donc continuer à communiquer régulièrement sur l'accessibilité de la CAF et notamment les différentes offres de services proposées par l'organisme sur le département, en lien avec la logique de parcours usagers, renforcer les collaborations avec les partenaires, à la fois dans le service aux usagers, mais aussi dans l'optimisation de la gestion interne, et puis continuer à promouvoir aussi les services en ligne, parce que ça fait partie aussi de l'accompagnement numérique et de l'accès aux droits. Et valoriser ces différents éléments dans le cadre des 80 ans de la sécurité sociale qui doivent être un événement fort. On doit pouvoir mettre en avant l'engagement des organismes de sécurité sociale sur le territoire et leur contribution aussi au bien-être et au bien-vivre sur ces territoires. Voilà un peu pour ces principaux axes. Après, on voulait aller un peu plus loin. Déjà, pour vous rappeler, je l'ai dit en introduction, mais on le rappelle, la contribution et l'atteinte des objectifs de la CAF en matière de développement durable, ça nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Pourquoi? Parce que c'est par des gestes simples au quotidien qu'on contribue à la sobriété énergétique. Il s'agit de dépasser ce triangle de l'inaction qui veut que souvent, finalement, on renvoie l'action à l'autre. Le consommateur qui explique que il achète parfois des produits non éthiquement et développement durable parce que ces produits et puis parce que finalement les industriels les proposent. Les industriels qui expliquent que ces produits ils sont créés parce que ça répond à une demande, que les règles fixées par l'État ne sont pas forcément claires, que les ressources sont en main des entreprises. On a ces différents éléments où chacun finalement se renvoie la balle. Or, par les gestes simples, le fait de ne pas laisser les appareils en veille, le fait d'éteindre les lumières, d'avoir un chauffage sur 19 degrés, de ne pas mettre la clim au-delà de 26 degrés, de veiller à ce que les portes restent fermées dans les bâtiments qui accueillent du public,
lorsqu'il y a le chauffage ou de la climatisation, d'encourager les pratiques de mobilité durable. Tous ces éléments-là, ça fait partie de la mobilisation de tous et ça contribue aux résultats de l'organisme en matière de sobriété et d'impact environnemental. On vous retransmettra également les éléments, mais pour aller un peu plus loin et pour avoir notamment davantage d'éléments théoriques sur la sobriété énergétique, on remettra à disposition, comme l'année dernière, au mois de juillet, un module CIFADIS spécifique qui s'appelle CAP sur la sobriété énergétique, qui met en avant comment réduire sa propre consommation d'énergie et comment participer à l'effort collectif de sobriété énergétique et de protection de l'environnement. C'est un module qui est assez court, hein, qui dure une trentaine de minutes, mais qui permet de réexpliquer ces éléments-là, les freins liés à la mise en place d'actions et comment on peut concrètement intervenir à son niveau. Donc voilà, avec le service ressources humaines, on refera une communication sur le sujet, mais sachez que sur la période estivale, en juillet-août, vous aurez la possibilité de suivre ce module CIFADIS. Sachez aussi que vous pouvez vous-même estimer votre empreinte carbone individuelle. Il y a un site qui existe pour cela, c'est nosgestesclimat.fr, qui permet d'avoir une estimation à partir de ce que vous consommez, à partir de vos déplacements, de vos habitudes, de vos pratiques, d'avoir une estimation de son impact carbone et de comment on peut arriver à contribuer à son empreinte carbone, sachant que l'objectif au niveau international, c'est d'arriver, au niveau international, au niveau de l'Union européenne, c'est d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050. Pour l'instant, on en est loin, donc c'est aussi par ces gestes-là qu'on peut y contribuer. Et puis, comment contribuer aussi à cette démarche de développement durable? On remet en place sur ce mois de juin, donc qui va débuter bientôt, un mois de la mobilité, un challenge mobilité, alors qui va prendre deux formes cette année. L'année dernière, vous aviez également deux formes. Vous aviez un challenge interne et puis un challenge national qui était mai à vélo spécifiquement. Cette année, mai à vélo n'est plus il n'y a plus de promotion de cette démarche-là au niveau de la branche. Par contre, on vous propose de vous mobiliser sur le mois de juin à travers deux challenges. Un challenge national qui est consacré exclusivement au déplacement domicile-travail, qui va se dérouler du 2 au 15 juin. Et qui vise à promouvoir toutes les mobilités durables, donc à la fois la marche et le vélo, mais aussi le covoiturage, les transports en commun. Et ce challenge national, il s'appuie sur le site challengedelimobilité.com. Donc les agents qui souhaitent y participer pourront s'inscrire sur le site. On rediffusera dans CAFCOM les différents éléments. Il faudra s'inscrire sur le site. Il faudra bien noter le code de la CAF. Le code de la CAF, on vous l'a mis là, c'est JEKZD54. Alors, ça ne veut rien dire, c'est comme ça, on ne l'a pas choisi le code, voilà, mais au moment de l'inscription, vous pourrez le renseigner. Et derrière, vous pouvez renseigner tous les jours ou toutes les semaines ou ou à l'issue du challenge, donc qui dure du 2 au 15 juin, les kilomètres qui auront été parcourus avec tous les modes de transport doux. Donc, encore une fois, marche, vélo, le train, le bus, le covoiturage, le canoë. Alors, le canoë, c'est peut-être plus compliqué en Haute-Marne, mais voilà, tous les modes de transport pour les trajets domicile-travail. Donc ça, c'est uniquement pour les trajets domicile-travail, ce challenge national. Comme on était un peu restrictif sur les trajets domicile-travail et un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière sur l'ensemble des trajets, on vous propose de remettre en place sur le mois de juin, là sur l'ensemble du mois de juin, du 1er au 30 juin, un challenge mobilité marche et vélo au niveau local, donc la spécifique CAF de la Haute-Marne, pour mesurer le nombre de kilomètres qu'on peut faire à pied et à vélo, que ce soit pour venir travailler, mais aussi en dehors du fait de venir travailler, lors des week-ends, le soir, enfin voilà, quand vous avez le temps, pour encourager véritablement la pratique de la marche et du vélo. Comme l'année dernière, on se fixe, que ce soit un peu motivant, on se fixe des cibles en termes de kilomètres, des objectifs en termes de kilomètres, et en fonction de l'atteinte de ces cibles-là, on transformera le nombre de kilomètres parcourus en don à une association, alors qu'il reste à déterminer, comme on l'a fait l'année dernière en faisant un don au service pédiatrique de l'hôpital de Chaumont et de l'hôpital de Saint-Didier. L'idée, c'est de refaire la même chose cette année à destination, à destination d'une structure, d'une association. L'année dernière, on avait fait presque 7000 km. Donc, l'objectif, c'est déjà de battre
cette cible-là. On est un peu plus nombreux en effectif, donc voilà, j'espère qu'on y arrivera. Et puis, on vous a remis, alors c'est aussi des éléments qui seront diffusés dans CAFCOM dans les prochains jours, on vous a remis les différents paliers qu'on a fixés, 2160 km, donc c'est si tous les agents font un trajet quotidien entre Chaumont et Saint-Dizier, sur le mois de juin, ça fera 400 € de dons. 6000 km, alors on s'est un peu amusé avec les mutualisations. Donc 6000 km, on rejoignait la cave de la Côte d'Or dans le cadre du service public de la petite enfance. Tous les agents font un aller-retour entre la cave de Chaumont et la cave de la Côte d'Or. Donc 6000 km, ça fera un don de 800 €. Pour 8000 km, donc si on rejoint Auvers-sur-Oise, qui est l'église emblématique peinte par Van Gogh, qui est située dans le Val d'Oise, donc dans le cas de la plateforme Île-de-France 2, on fera un don de 1200 €. Et puis si on atteint les 10 000 km, alors 10 000 km, c'est un grand tour de France de toutes les CAF qu'on a été amené à aider l'année dernière dans le cadre du SNAP et du SMTR. Là, on fera un don de 2500 €. Donc, on compte sur vous pour vous mobiliser dans le cadre de ces challenges mobilité. Là aussi, on vous donnera les éléments de manière un peu plus détaillée dans les prochains jours. Oui, évidemment, les kilomètres effectués en courant compte. Quand je mets marche, c'est marche, course à pied. Voilà, c'est les modes de transport doux, marche, course ou vélo. Voilà un peu pour ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait aussi une question, je ne l'avais pas vu sur le moment, sur la date de fin des travaux. Non, alors, ni de début ni de fin. On est sur un processus qui est compliqué, qui prend du temps, avec l'appui de l'UCANS et de la Caisse nationale des allocations familiales, avec un certain nombre d'études complémentaires qui sont demandées pour sécuriser à la fois juridiquement et techniquement les travaux. Donc pour l'instant, non, on n'a pas de visibilité, mais dès qu'on a des éléments, évidemment, on vous les communique. Et en ce qui concerne la dématérialisation des bulletins de salaire, il y a un marché national qui est en cours, effectivement, comme l'a répondu Laurent, et on étudiera l'opportunité d'y adhérer. Voilà pour ce webinaire. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions ou observations. Sinon, je vois qu'on a tout pile respecté les 16 heures. Donc, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Vous retrouverez le support et le replay sur CAFCOM dès le début de semaine prochaine. Et puis, du coup, je vous invite vraiment à vous mobiliser fortement sur les challenges mobilité qui débutent le 1er juin prochain. Bonne journée à tous et puis bon week-end. Bon week-end, au revoir. Merci à tous. Bon Au revoir, week-end. bon week-end. Bon week-end, au revoir. Bonne journée, bon week-end.